Attention, cette synthèse met en jeu des produits dangereux. L'acide chlorhydrique et le chlorure de soufre sont corrosifs. Le chlore et l'ammoniac sont toxiques. Le toluène, lui, est inflammable et cancérigène. Le tétranitrure de tétrasoufre est un explosif. Il est donc important de prendre des mesures anti-incendie lors de sa synthèse. Merci de ne pas reproduire cette expérience chez vous. Salut les chlorures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, en deux parties. En premier, nous allons voir la synthèse du dichlorure de soufre, puis celle du tétranitrure de tétrasoufre. Le tétranitrure de tétrasoufre est un explosif assez peu connu, à la fois pour sa synthèse qui est compliquée que pour sa tendance à exploser qui est faible. Pour la première partie où on va fabriquer le dichlorure de soufre, il faudra 4 produits. En premier du soufre, ensuite de quoi générer du chlore gazeux, donc dans ce cas-là je vais utiliser des pastilles de javel. De l'acide chlorhydrique, donc pour l'acide chlorhydrique on peut utiliser une concentration aussi bien de 37% que de 23%, bien que la deuxième est quand même moins chère et moins dangereuse. Et finalement on va utiliser de l'acide sulfurique à 98%. Le montage utilisé est assez compliqué, donc il se compose d'un ensemble de distillation classique, d'un générateur de chlore et d'un absorbeur d'eau. Pour commencer, on remplit le générateur de chlore avec en bas les pastilles de javel et on verse à l'intérieur de l'ampoule de coulée l'acide chlorhydrique. Pour ce qui est de l'absorbeur d'eau, on remplit la bouteille avec de l'acide sulfurique à 98%, ce qui permettra au chlore de devenir anhydre. Finalement, on peut remplir le ballon de 250 ml à moitié de soufre. On peut commencer à faire chauffer le ballon et à attendre que le soufre fonde. Dès que le soufre devient liquide, on génère le chlore de l'autre côté en faisant tomber peu à peu de l'acide chlorhydrique sur les pastilles. Il faut faire attention à ne pas trop verser d'acide d'un coup pour éviter un débordement à cause de la mousse ou une réaction avec le soufre trop violente. Le chlore formé va buller dans le soufre fondu et commencer à former à la fois du dichlorure de soufre et de disoufre. Les deux ayant un point de fusion différent, le dichlorure de soufre viendra à 59 degrés tandis que le dichlorure de disoufre lui viendra à 138 degrés. Le dichlorure de soufre réagit avec l'eau et l'humidité de l'air pour se décomposer en soufre et en chlore, ce qui implique à la fois de l'isoler le plus possible de l'humidité et de ne pas le stocker trop longtemps, et ni dans un conteneur hermétique. Ce produit émet une horrible odeur étant un mélange d'eau de javel et d'œufs pourris, donc il faut mieux être dans un endroit bien ventilé. Par chance, le vent avait décidé de tout renverser ce jour-là, donc je n'avais pas trop de soucis avec l'odeur.
Une fois notre dichlorure de soufre obtenu, on peut retirer le ballon et le fermer avec un piège à humidité avant de passer à la synthèse suivante. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir la synthèse du tétranitrure de tétrasoufre, à partir du dichlorure de soufre que l'on vient de distiller. Pour cette synthèse, nous aurons besoin encore une fois de 4 produits. Le chlorure de soufre que l'on vient de fabriquer, un solvant tel que le toluène ou le dichlorométhane, de quoi générer de l'ammoniac gazeux et de l'hydroxyde de sodium. À ce moment-là, je n'avais pas de sel d'ammoniac comme le chlorure ou l'hydroxyde d'ammonium que j'aurais pu faire réagir avec un acide pour produire de l'ammoniac gazeux. Donc j'ai utilisé une solution d'ammoniac qu'on peut facilement trouver dans le commerce, même si ce n'est pas le meilleur choix à cause des très hauts pourcentages d'eau qu'elle contient, qui peuvent détériorer le dichlorure de soufre. Une fois de plus, l'ensemble du montage doit être au maximum dépourvu d'humidité, donc j'utilise un absorbeur d'eau à l'hydroxyde de sodium car l'acide sulfurique lui détruirait l'ammoniac produit. On peut finalement rajouter les différents produits à l'intérieur du montage, donc d'un côté l'ammoniac en solution qui lorsqu'il s'évaporera générera de l'ammoniac gazeux, et de l'autre côté le mélange de toluène et de dichlorure de soufre. Il faut faire attention à ce que le bulleur d'ammoniac ne se bouge pas à cause du soufre formé dans le ballon, ce qui pourrait vite faire monter la pression du montage. J'ai voulu miser sur la première méthode jusqu'à me rendre compte que mon bulleur se bouchait trop souvent. J'ai donc seulement laissé rentrer l'ammoniac formant une espèce d'atmosphère au-dessus du mélange. On peut rajouter du toluène entre temps s'il s'est trop évaporé. Lorsque l'ammoniac gazeux passe dans la solution de dichlorure de soufre et de toluène, celui-ci produit d'épaisses vapeurs blanches qui sont en fait du chlorure d'ammoniac. Ici, il va y avoir plusieurs réactions mises en jeu entre le dichlorure de soufre et le disoufre ainsi que l'ammoniac. La réaction va continuer jusqu'à atteindre éventuellement un point où les vapeurs vont devenir roses pendant un moment. Ça ne m'est pas arrivé durant cette seconde synthèse, mais ça avait été le cas lors de la première. Normalement, au bout de 3 ou 4 heures, la réaction devrait être finie et on peut arrêter la plaque chauffante. On laisse le mélange un petit peu refroidir, puis après on le filtre afin de séparer le soufre formé du toluène qui lui contient le tétranitrure de tétrasoufre. Si on remarque encore des résidus de soufre à l'intérieur du filtrat, on peut refiltrer afin de contaminer le moins possible le produit final. Il ne faut pas non plus hésiter à rajouter un petit peu de toluène à l'intérieur du ballon pour le nettoyer tant que celui-ci n'a pas refroidi. Enfin, on place le filtrat dans un contenant que l'on met dans un endroit frais pour le laisser cristalliser. La façon dont cet explosif se décompose est assez particulière. En premier, lors de la chauffe, l'anneau contenant le soufre et l'azote se brise, libérant d'un côté du diazote, qui est très stable, et de l'autre côté du soufre. Le souci est que pour former la dite explosion, le soufre doit réagir avec l'oxygène présent dans l'air pour se transformer en dioxyde de soufre qui donnera cette belle couleur bleue à la flamme. Ce qui fait que lorsqu'il est confiné sans air, son efficacité diminue grandement. Les tests montrés ici sont réalisés avec le produit de ma première synthèse de sorte à pouvoir tourner les scènes tout en même temps.
Voilà aussi un test de sensibilité au choc où j'ai fixé sur la tête du marteau une petite quantité de notre explosif. Celui-ci, bien qu'il explose, n'est pas autant sensible que d'autres, sûrement dû aux impuretés. Finalement, le lendemain, j'ai décidé de regarder où en était la cristallisation de notre produit, mais malheureusement, je n'ai rien obtenu cette fois. Ça a formé une espèce de soufre pâteux en bas du bécher, donc la synthèse n'a pas fonctionné cette fois-ci. À mon avis, le problème vient du bulleur qui s'est bouché à plusieurs reprises, demandant donc d'ouvrir le montage et qui a fait rentrer de l'humidité par la même occasion. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, proposez vos idées en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.